politique en direct sur ce plateau. C'est Laurence Saillet. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes candidate LR aux élections européennes et vous êtes porte-parole des Républicains. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Marcelo Westfred du Figaro. Bonjour. Bonjour. Et Stéphane Vernet de Ouest France, le plus grand quotidien français. Bonjour et merci d'être avec Bonjour. nous. Stéphane, vous étiez d'ailleurs hier dans les manifestations du 1er mai, je le sais. Laurence Saillet, des dizaines de Black Blocs en marge de ces manifestations se sont introduits à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le 13e arrondissement à Paris. Une trentaine de personnes ont été interpellées. Le personnel est profondément choqué que l'hôpital puisse devenir une cible. La directrice a décrit que parmi les intrus, on comptait des gilets jaunes, des manifestants en tenue civile et des personnes au visage entièrement masqué. Ma question est très simple. Est-ce que l'hôpital n'est plus un sanctuaire en France aujourd'hui ? Effectivement, on le constate et c'est consternant, alors que les soignants sont au service de la population, sont des gens dévoués qui chaque jour mettent toujours en avant justement c'est invraisemblable. Si on commence à s'attaquer à l'hôpital, mais jusqu'où allons-nous aller ? Je pense que il n'y a plus rien de sens, on marche sur la tête en fait. Les hôpitaux, les écoles, on le voit, en dehors des manifestations des Gilets jaunes, il y a des écoles qui sont attaquées. Mais comment vous expliquez ce type d'intrusion dans un hôpital ? C'est inexplicable parce que qu'ont dans la tête ces gens qui sont capables, qui plus est, de mettre en danger des patients en réanimation. Parce que s'ils n'avaient pas bloqué la porte, vous imaginez le danger qu'ils ont fait courir aux patients. Donc c'est totalement criminel. Alors, donc, certains manifestants disent qu'ils n'avaient pas le choix, ils étaient pris dans une sorte de nasse et il fallait rentrer dans l'hôpital. Peut-être, mais à la base, il y a quand même une intrusion volontaire de certaines personnes. Donc je pense que c'est très grave, qu'il faut le condamner fermement et qu'il faut s'interroger sur les limites qui sont franchies aujourd'hui. Stéphane Vernet. Alors on a vu hier qu'il y avait un mélange en fait dans les cortèges entre des gens qui venaient fêter le 1er mai, célébrer la fête du travail de manière un peu classique, et puis vous aviez aussi des gilets jaunes, vous aviez le Black Bloc en tête de cortège. Est-ce que ce nouveau mélange, est-ce que c'est quelque chose auquel on doit, à votre avis, s'habituer ? Est-ce que c'est le signe d'une nouvelle façon de manifester ? Est-ce qu'on pourra revenir à quelque chose de plus normal dans notre pays aujourd'hui ou pas ? Ce qui est terrible, c'est qu'on s'habitue aux manifestations, c'est-à-dire que chaque samedi, maintenant, on sait que des centaines de Français ne pourront pas travailler, des commerces seront fermés, des villes seront barricadées, et on a installé, c'est presque un rituel, c'est-à-dire qu'on numérote les samedis, et on se dit que ce sera comme ça de toute façon. Donc je pense que le gros problème du départ est qu'on ait laissé filer ce mécontentement, qu'il y ait une réponse trop tardive, qu'on ait laissé monter la pression et laissé installer des habitudes. Moi, je demande au président de la République que tout soit mis en œuvre pour qu'effectivement on puisse enrayer cela. On ne peut plus accepter, puisqu'il y a énormément de répercussions sur l'économie, il y en aura sur la croissance et sur l'image de la France à l'étranger. Vous vous rendez compte que maintenant on a un tourisme presque spécifique pour venir justement photographier les lieux qui ont été saccagés, pour venir suivre des cortèges de gilets jaunes ou de Black Bloc. Enfin, c'est invraisemblable, c'est pas ça la France. Et vraiment, le fait qu'on ait laissé saccager les Champs-Élysées, parce que c'est ça qui s'est passé. Il y a eu une relâche dans la doctrine appliquée par le ministre de l'Intérieur. Pardon, mais hier c'était pas le cas, justement. Hier, on a vu des forces de l'ordre extrêmement mobiles, qu'allaient à la percussion, qu'allaient chercher les manifestants. Heureusement. Est-ce que vous saluez au moins cette nouvelle doctrine des forces de l'ordre ? Alors moi, je salue toujours le travail des forces de l'ordre. Que ce soit bien clair, parce que je pense que même quand les choses se sont mal passées, ils n'en sont absolument pas responsables. C'est un problème de commandement. Mais on ne peut que regretter le fait que pendant toute une période, de début décembre jusqu'au saccage des Champs-Élysées, effectivement, cette doctrine de laxisme qui avait été mise en place a occasionné, et on a attendu le pire, c'est-à-dire quand même la plus belle avenue du monde, totalement saccagée, avec des images qui ont été projetées, qui sont absolument terribles, pour se ressaisir. Donc ça, c'est la responsabilité du ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, nous avions demandé son départ. Donc il a fait sauter un fusible à la place, mais c'est vraiment consternant. Hier, il a fait le job, comme on dit. Mais encore heureux. Et encore. Et vous saluez le nouveau préfet allemand, par exemple ? Oui, non mais... Vous trouvez que c'est une... Est-ce que vous vous rendez compte, on en est au stade aujourd'hui de se satisfaire du moins pire. C'est ça, parce que la veille, on nous dit tout va être cassé, et comme ça a été moins pire que prévu, on le salue. Moi, je salue le travail des policiers, je salue le fait que cette nouvelle doctrine est plus adaptée, mais je regrette, mais vraiment profondément, qu'on n'ait pas eu cette forme de rigueur pendant toutes ces semaines, et ce choix est politique. Pourquoi ? Parce que
après qu'on ait mis des mesures, puisqu'il y avait eu beaucoup d'arrestations préventives début décembre, après le saccage de l'Arc de Triomphe, et le président de la République a été mis en cause parce que beaucoup se sont manifestés en disant « trop de répression, trop de répression ». Il a voulu donner des signaux à sa gauche, et notamment à une partie de sa majorité, en levant le pied et justement en relâchant la pression. Et c'est là que nous avons eu toutes les dérives. Et ça, c'est en même temps, il n'est pas excusable. De la même façon, lorsqu'il saisit le Conseil constitutionnel sur la loi anti-casseurs, c'est vraiment semer le trouble sur sa véritable volonté de voir rétablir l'ordre. Parce que de ce fait, l'article 3 qui a été retoqué est un article qui nous manque aujourd'hui. Et nous avons demandé, Guillaume Larrivé a proposé de le réécrire. C'est un article qui est essentiel. Regardez, il faut absolument réussir à interpeller en amont les Black Blocs, évidemment, et interdire des gens de manifester lorsqu'ils représentent un danger. Et évidemment, on ne peut pas imaginer que dans notre grande démocratie, on aille interdire de manifester uniquement des opposants politiques qui ne représentent pas un danger. Je ne peux pas y croire. Mais cet article 3, nous regrettons qu'il ait été retoqué. Il fallait le réécrire, parce que le Conseil constitutionnel, on en respecte les décisions, mais il y a une façon de présenter les choses. Le gouvernement n'a pas voulu. Et le président de la République sème le trouble sur sa véritable volonté de faire régner l'ordre en France, ce qui l'arrange, puisque c'est toujours un en même temps où il donne un peu à gauche et un peu à droite. Stéphane Vernet. Est-ce que vous considérez que ce qui s'est passé hier va marquer un tournant dans le mouvement des Gilets jaunes ? Est-ce que le mouvement va perdurer ? Est-ce qu'il est susceptible de s'arrêter ? Comment est-ce que vous voyez les choses ? Je pense que dans ceux qui continuent de manifester, il y a des gens qui sont très extrémistes, qui sont là pour casser, même avec un gilet jaune, qui sont contents de voir des Black Blocs qui cassent, on le voit, ils les applaudissent, et ça je le déplore. Il reste peut-être quelques personnes, et certainement tout à fait honnêtes dans leur démarche. Néanmoins, je pense que chacun maintenant doit prendre ses responsabilités. Parce que de continuer de manifester ainsi, on le voit bien, ça n'a pas d'impact sur les décisions du président de la République, puisque de toute façon, il y a une grande partie de la population à laquelle il n'a pas répondu. Et c'était les premières mobilisées. Qu'est-ce qui a mené les Français dans la rue ? La hausse de taxes sur les carburants. Il n'est pas revenu sur cette hausse de taxes de 2018, ce qui est une faute. Qu'est-ce qui a mené les Français dans la rue ? C'est le matraquage sur les retraités. Et il n'a répondu que partiellement, puisque seulement les retraités de moins de 2 000 euros, et encore traduit en foyer fiscal, ce n'est pas la même chose. Dans un premier temps. Dans un premier temps, non, puisque la CSG, elle est pour tous ceux qui ont plus de 2 000 euros. On a maintenu l'augmentation de la CSG. Mais qu'est-ce que vous dites, par exemple, lundi, il y a une grande conférence sociale qui est conviée et réunie à Matignon avec les syndicats, justement pour discuter pouvoir d'achat. Discuter, c'est bien. Agir, c'est mieux. Enfin, c'est quand même pas compliqué. On a compris que maintenant, il fallait mettre en place une diminution des impôts très claire et pas floue comme l'a présenté le président de la République. 5 milliards de baisse sur l'impôt sur revenu. Qui, monsieur ? Qui aujourd'hui en France va savoir 15 millions de foyers sur 16 millions. Oui, mais qui sait aujourd'hui combien il va gagner de pouvoir d'achat ? Volontairement, ils ont repoussé l'annonce au mois de juin pour enjamber les élections européennes. C'est tellement si facile, c'est si facile de dire vos impôts vont baisser sans dire pour qui et de combien exactement. Donc moi, ce que je veux redire, c'est que je regrette que les propositions que nous avons faites en participant au grand débat, c'est-à-dire une diminution de 10% de l'impôt sur le revenu pour tous, la fin de la hausse de la CSG pour tous les retraités et la réindexation de toutes les retraites n'aient pas été entendues, car la souffrance sociale, elle est là. Les retraités n'ont pas à payer pour le reste de la population. Une retraite, elle est méritée, c'est le fruit d'une vie de travail. Et nous, notre vision, ce n'est pas d'opposer les retraités et les gens qui travaillent, car les retraités, souvent, sont déjà dans une solidarité intergénérationnelle avec leurs enfants, leurs petits-enfants et souvent même leurs parents, car ils les aident aussi. Laurence Saillé, candidate LR aux élections européennes et porte-parole des Républicains, est notre invitée ce matin sur ce plateau. On va parler des européennes donc. La conférence de presse présidentielle, le séminaire du gouvernement, les annonces importantes dont on vient de parler d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une stratégie, selon vous, de non-campagne de la part d'Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il cherche, comme on l'entend, plusieurs observateurs le décrivent, à occulter ces européennes ?
Alors pendant le grand débat, je trouve qu'il a utilisé l'espace justement pour faire un petit peu sa campagne. Et beaucoup l'ont dit, il a parlé des heures durant pour mettre en avant sa stratégie politique, mais qui est toujours aussi difficile à définir, on va le dire. Effectivement, aujourd'hui, on ne parle que très peu d'Europe, et je le déplore car les enjeux sont essentiels, parce que le président de la République gagne toujours du temps, mais c'est pratique pour lui, parce que quelle est sa vision de l'Europe? Une Europe fédéraliste avec toujours plus d'organisations qui ne fonctionnent pas? Mais on ne sait pas vraiment, il ne répond pas aux enjeux essentiels. Sur l'immigration, par exemple, qui est vraiment une préoccupation, on le voit dans toutes les études prioritaires pour les Français et les Européens, que dit-il? Qu'il va obliger les pays à répartir les migrants? Mais quelle solution apporte-t-il pour mettre tous les fin... ans à l'Assemblée nationale, c'est ça ce qu'il a annoncé la semaine dernière. Un débat, ça veut dire quoi? Débattre, c'est bien, mais est-ce qu'il y aura des décisions de prise, par exemple, comme nous le proposons, avec un plafond d'immigration qui serait justement déterminé? Un projet, ça ne peut pas être que de débattre. Il va finir son quinquennat sur des débats. Il a été élu sur un programme avec des failles, mais en tout cas, depuis qu'il a été élu, à part matraquer fiscalement les classes moyennes, les retraités, qu'a-t-il fait? On bat des records d'insécurité. 700 agressions par jour, plus 7% par rapport à l'année dernière. Sur le régalien, le résultat est mauvais. Sur l'immigration, on bat des records de demandes d'asile, des records de titres, plus 40% par rapport au quinquennat Sarkozy qui sont attribués. Et enfin, sur l'économique, on voit qu'il a réussi à mettre le pays à feu et à sang. Et on se retrouve aujourd'hui, chaque samedi, avec un chaos qui empêche les gens de travailler. Stéphane Vernet. J'imagine que vous avez un œil sur les intentions de vote pour les européennes. François-Xavier Bellamy tourne autour de 14-15%. On a l'impression que ça ne bouge plus. D'ailleurs, ça ne bouge pour personne. Est-ce que les Républicains peuvent se satisfaire d'un score comme celui-ci le 26 mai? Alors, vous savez, il y a quelques semaines, on me demandait de commenter des sondages à 8%. Donc de 8 à 14, je pense que nous avons bien avancé. Nous avons une tête de liste. 8%, ça a été un creux à un moment donné. Mais c'est pas ce qu'on me disait quand on me demandait de les commenter. En tout cas, en 2014, vous aviez fait 20%. Je pense que c'est quand même nous un avons recul. Tout à gagner sur notre programme. Nous avons un programme et nous proposons une Europe qui n'est pas celle de Marine Le Pen, qui est la sortie de l'euro et la sortie de l'Union européenne, qui n'est pas celle d'Emmanuel Macron dans un tout fédéralisme utopique qui ne mène à rien. Nous avons un véritable projet européen où nous répondons aux questions. Nous répondons aux questions dans la lutte contre le terrorisme, sur l'immigration et dans la protection de nos entreprises. Au fur et à mesure, nous arrivons à convaincre, parce que peut-être qu'on n'en parle pas trop à la télé de l'Europe, mais tous les jours, tous nos candidats sont déployés sur le terrain pour défendre notre programme. Notre tête de liste est quelqu'un qui est vraiment très apprécié et qui arrive à porter nos convictions. Donc nous avons tous les ingrédients pour réussir, mais nous misons sur ce travail. On n'y est pas encore. On est passé de 8 à 14, on montera. Et en tout cas, nous, on est sérieux parce qu'on a un programme qu'on a présenté depuis des semaines, contrairement à La République En Marche, qui n'a toujours pas présenté son programme européen, ce qui paraît quand même invraisemblable. Le 9 mai annonce La République En Marche. J'insiste, est-ce que les Républicains peuvent se satisfaire d'un score aux européennes autour de 15%? Vous dites, notre score va monter. Quel serait le bon score pour relancer la droite dans ce pays aujourd'hui à cette élection européenne? Moi, je suis candidate et nous sommes dans la conquête. Quand on est dans la conquête du meilleur score, on ne dit pas de quoi on va se satisfaire. Nous, ce que l'on veut, c'est faire le meilleur score parce que notre projet européen, nous en sommes persuadés, est celui qui peut sauver l'Europe parce que nous voulons la refonder. L'Europe est en danger et nous seuls avons un projet qui peut permettre aussi de réconcilier les Français avec l'Europe, car ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc je ne vais pas vous dire qu'on va se satisfaire de quoi que ce soit. Nous voulons avoir le meilleur score possible. C'est très important. Et je pense aussi que Emmanuel Macron, lui, est aujourd'hui très déstabilisé parce que la campagne qu'ils ont mis en place ne fonctionne pas, parce que leur tête de liste ne porte pas les valeurs. Alors Emmanuel Macron, justement, aujourd'hui, il est à Amboise, il est à Chambord, il va fêter les 500 ans d'une grande figure européenne. C'est Léonard de Vinci, le fera avec le président italien. Est-ce que d'une certaine façon, il ne fait pas, lui, campagne de façon un peu déguisée, sous couvert de faire de la diplomatie?
Il a toujours, de toute façon, Emmanuel Macron a toujours tout misé sur sa personne. Emmanuel Macron a toujours fait campagne pour lui-même, a pensé qu'il pouvait gérer le pays tout seul. Il a pensé qu'il n'avait pas besoin des parlementaires, qu'il a transformés en personnes qui levaient la main sur commande. Il a pensé qu'il n'avait pas besoin des corps intermédiaires. Il a pensé qu'il n'avait pas besoin des élus locaux. Donc, qui personnalise tout, ça, ce n'est pas une surprise. Ça a été une faute d'ailleurs, parce qu'il s'est retrouvé seul face au peuple, seul face aux Gilets jaunes. Qu'il fasse campagne aujourd'hui, peut-être. Mais nous, ce que nous voulons, c'est savoir ce qu'il pense concrètement sur les sujets importants auxquels il ne répond pas, et notamment l'immigration et la protection de nos entreprises, le développement économique, la préservation de nos valeurs. Quand il apportera des réponses concrètes, peut-être qu'il arrivera à convaincre. Il y a une liste Gilets jaunes, ça y est, déposée a priori, celle de Francis Lalanne, le chanteur, mais il y a aussi des Gilets jaunes avec Florian Philippot, il y a aussi un Gilet jaune avec le communiste Yann Brossard. Ça y est, ils se normalisent, c'est des acteurs politiques normaux. Chaque citoyen est libre de s'engager et une traduction politique est toujours meilleure, selon moi, qu'une traduction dans la violence. Néanmoins, je pense que ça ne résout vraiment rien, si on est tout à fait honnête. Rappelez-vous, au départ des Gilets jaunes, ce qui a fait leur spécificité, c'est un mouvement citoyen avec une très grande diversité de Français. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, ils se sentent représentés par les uns ou les autres. Mais peu importe, c'est pas ça qui compte. Vous savez, quand on est dans la compétition, on ne regarde pas à gauche ou à droite où sont les autres. Ce qui compte pour nous, c'est de regarder la ligne d'arrivée et d'y aller le plus vite possible et le plus efficacement possible. Dernière question. Ça ne résoudra rien, mais est-ce que vous pensez que ça peut être de nature à perturber le jeu en prenant un peu de voix à droite ou à gauche, à d'autres listes? J'ai pas le sentiment, et je me baserai là-dessus sur les études et les enquêtes qui sont faites et les chiffrages des sondages. J'ai pas le sentiment que ça puisse perturber. Je pense que entre novembre et maintenant, le mouvement des Gilets jaunes a beaucoup changé. Donc c'est très difficile de savoir qui pense quoi. Moi, ce que j'attends du président de la République, c'est qu'il apporte des réponses concrètes à tous les Français qui, au départ de ce mouvement, lui ont dit que la vie était difficile, et notamment quand on travaille. Et aujourd'hui, en France, on doit pouvoir vivre de son travail et on ne doit pas toujours être entravé. Et je le regrette encore, je vous le dis, par rapport au prix des carburants qui aujourd'hui est au maximum. Et c'est une véritable difficulté parce que 7 Français sur 10 prennent leur voiture. Et c'est une difficulté au quotidien pour les gens qui travaillent. Laurence Saillé, pourquoi Nicolas Sarkozy ne soutient pas clairement la liste de son parti aux élections européennes? Vous êtes candidate sur cette liste. Est-ce que vous le déplorez, vous? Déjà, on ne sait pas, vous ne savez pas quelles seront les démarches pour l'instant, en tout cas. Alors que tous les ténors l'ont soutenu. Je ne doute pas que Nicolas Sarkozy est tout à fait en accord avec ce que nous proposons sur l'Europe. Donc, mais quand vous disiez que la campagne était déjà avancée, alors je ne connais pas le planning de Nicolas Sarkozy. Si vous voulez, je peux l'appeler tout à l'heure et je reviendrai vous le dire. Et peut-être qu'il me le dira. Vous souhaitez qu'il la soutienne clairement? Et je n'ai pas de doute sur le fait qu'il nous soutienne, évidemment. Nicolas Sarkozy a été président de notre famille politique, a été un grand président de la République, a toujours été dans le soutien de sa famille politique de la droite républicaine. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, il pense différemment? Merci Laurence Saillé, candidate LR aux élections européennes, porte-parole des Républicains, d'avoir été notre invité politique ce matin, au lendemain de ce 1er mai. Merci Marcelo Westfred, merci Stéphane Vernet de Ouest France. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. Voilà, Laurence Saillé quitte ce plateau. Au revoir, bonne journée, au revoir. C'est en direct et Guillaume Doyen de la Gazette des Communes refait son apparition sur ce plateau. Il était là dans la première partie de cette émission. Et Pierre Dumazeau, qui dirige la rédaction de la Lettre de l'Expansion, vient débriefer l'actualité avec nous ce matin. Bonjour Pierre, merci d'être avec nous. J'ai posé la question à Laurence Saillé il y a un instant, de savoir si elle a été choquée que l'hôpital puisse devenir une cible maintenant, qu'il ne soit pas à l'abri quand il y a ce type de manifestation. Pierre Dumazeau, évidemment, elle a exprimé le fait qu'elle était choquée que l'hôpital ne soit plus un sanctuaire. Bah oui, et puis condamnation aussi unanime. Je ne vois pas comment on pourrait ne pas condamner ça. C'est vrai que c'est assez curieux, étrange. Moi, j'ai pas d'explication à ça. Moi, je trouve ça effectivement très bizarre que un hôpital ne soit pas, pour reprendre le mot juste, sanctuarisé, que certains ne fassent pas la différence entre le droit fondamental à la manifestation et casser, et investir des hôpitaux. Oui, c'est absolument honteux. Ouais. C'est une époque qui montre la violence partout sous toutes ses formes, Guillaume Doyen. Oui, alors. Des réseaux sociaux à la rue. Des réseaux sociaux à la rue. Alors bon, rappelons, ça a été fait en première partie d'émission, qu'en province,
ce 1er mai a été serein, mais que la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est faut-il, pour sa sécurité, encore aller dans les manifestations parisiennes? Vous savez, Cadio qui y était hier disait qu'il y avait beaucoup moins, évidemment, de familles, beaucoup moins d'enfants, beaucoup moins... Bien sûr, et Zoé l'a longuement raconté, bien sûr. Alors, il y a eu une quarantaine de blessés, y compris une quinzaine de policiers, sur 40 000 personnes à peu près ayant défilé. Mais cela dit, cette ambiance tendue, ces charges, cette atmosphère... poisseuse de gaz lacrymogène, on ne peut pas dire que ça fasse envie à des gens qui ont envie de défiler pour porter des revendications tout à fait légitimes. C'est pas là-dedans qu'on a envie de manifester, surtout si on veut y aller avec ses enfants. Pierre Dumas, on va parler un peu des européennes. Donc, conférence de presse présidentielle, on l'a vu, très médiatisée, séminaire du gouvernement qui ne s'est pas si bien passé que ça, en tout cas aux yeux du président de la République. On en parlera dans un instant avec Guillaume Doyen. Annonce importante, évidemment, reprise. Au fond, les européennes passent au second plan, vraiment. Ah oui, troisième plan. Est-ce qu'il y a une volonté de non-campagne ou pas? Il y a plusieurs choses. De la part du président. Il y a plusieurs choses. La première, c'est effectivement que personne ne fait campagne là, pour les élections européennes. C'est une non-campagne et c'est une des premières fois où on voit ça. Et puis, il y a une prédominance des sujets nationaux, mais porté par les Gilets jaunes depuis plusieurs mois. Donc le chef de l'État, même si il voulait faire campagne et parler d'Europe, ça apparaîtrait comme en décalage complet avec les problèmes, des Français. Beaucoup des problèmes qui se posent aux Français ont un impact par rapport à l'Europe. Oui, mais il faut... Dans les deux sens, d'ailleurs. Il faut du concret. Il faut du concret. Pour la conférence de presse d'Emmanuel Macron, il n'avait pas d'autre choix que de parler des sujets nationaux. Bon, Emmanuel Macron n'a pas été concret dans sa conférence de presse, il a fait du Macron, mais il doit l'être. Quand on parle d'Europe, c'est loin, c'est presque des concepts. Vous voyez, c'est très difficile d'intéresser les gens à l'Europe, et je le comprends, c'est tellement compliqué, tellement technocratique que ça paraît très loin, finalement, tout ça. Et effectivement, il n'y a pas de campagne pour les élections européennes, et la campagne, elle se fera dans les 10 derniers jours. Guillaume Doyen. Oui, il n'a pas été, vous avez raison de le rappeler, il n'a pas été capable de dire des choses concrètes sur les éléments français de sa politique. Alors, quand on a expliqué derrière les éléments européens, là, ça devenait strictement impossible. Là, si vous voulez, même si vous prenez la liste des annonces qu'il a faites ce jour-là, ça part quand même dans toutes les directions et sans donner des choses qui peuvent toucher directement les gens. Même la baisse des impôts, ils n'y voient pas très clair. Si on rentre dans le détail de la technique fiscale, on n'est toujours pas au clair là-dessus. En même temps, on voit que la République En Marche est stabilisée dans les intentions de vote aujourd'hui, dans les sondages. Oui, enfin, certes, mais est-ce que le vote pour les élections européennes, c'est un vote pour un projet? Je rappelle que moi, ce matin, je ne connais pas le programme de la République En Marche pour les élections européennes. Ou est-ce que c'est un vote pour ou contre Emmanuel Macron? Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est un vote pour ou contre la politique d'Emmanuel Macron, sachant qu'En Marche, moi, je ne connais pas les grandes lignes du projet. Alors oui, cette liste est pro-européenne. D'accord, mais on met quoi derrière? C'est pas la seule liste pro-européenne. Donc, moi, ce vote-là, pour moi, c'est un vote un peu référendaire, pour ou contre Macron. Alors peut-être que ça se transformera au fil du temps, jusqu'à l'échéance du scrutin européen, mais pour l'instant, ça me semble difficile. Alors, le chef de l'État, Guillaume Doyen, aurait remonté les bretelles de ses ministres après la réunion de travail organisée par Édouard Philippe à Matignon, ce fameux séminaire. Président, les pense déconnectés, ces ministres? Il pense qu'il a beaucoup donné. Il a beaucoup donné d'ailleurs dans l'affaire, puisqu'il s'est rendu sur tous les territoires pour des... Je veux que rien ne soit comme avant, a-t-il dit. Là-dessus, on peut le comprendre, puisque lui, il a fait quelque chose que n'avait jamais fait aucun autre président de la République. Non pas simplement sillonner la France, mais je dirais de répondre à des élus pendant 5, 6, 7 heures d'affilée. Donc, lui, ce qu'il aimerait, si j'en crois le Parisien qui évoque cette affaire, c'est que ces ministres aillent à leur tour sillonner la province, rencontrer les élus, s'imprégner des sujets, y répondre, avoir des idées et puis préparer les réformes qui sont utiles maintenant pour donner des réponses concrètes aux Français en termes de transition énergétique, en termes de mobilité
et pour tous les sujets qui sont posés sur la table aujourd'hui. Donc il a intérêt à l'air mieux. Est-ce qu'ils ne sont pas assez politiques? Évidemment qu'ils ne sont pas assez politiques. Il y a un des ministres qui a dit il nous a bien secoué la gueule, entre guillemets. Ben oui, non, mais il a quand même des ministres, mon Dieu. Il y a quand même des ministres qui sont des gens, des professionnels extrêmement estimables dans leur spécialité, même réputés, de grande intelligence. Mais, ma foi, au bout de 18-24 mois, on se demande s'ils ont vraiment encore appris le boulot, quoi. Il aurait même brandi la menace d'un remaniement, Pierre Dumazeau. Menace ou pas, le remaniement, de toute façon, il arrivera après les élections européennes. Ça, c'est pas un grand secret, mais c'est tout le problème de la société civile. Et je mets des guillemets à société civile. Quand on a des ministres très techniques et pas politiques, pour faire le SAV sur le terrain, bon courage. Déjà, ne serait-ce que pour aller sur le terrain. Il y a des ministres qui adorent ça, qui savent très bien faire. Je pense à Sébastien Lecornu, par exemple, qui a été parfait dans cette séquence, Emmanuel Vargon. Et il y en a d'autres qui ne savent pas faire et qui n'ont pas très envie non plus. Et ça pose problème. Ouais. Guillaume Doyen, des ministres, a dit le macronisme, ça ne fonctionne que si ça bouge. Dès qu'on ne pédale plus, ça se casse la gueule. Oui, ça fait un point commun avec le sarkozysme. Non, je trouve que le propos est un peu radical. Je trouve que ce qui manque singulièrement, c'est pas du mouvement en réalité, c'est une direction, c'est un cap aujourd'hui, c'est-à-dire où on va. À quelle allure, c'est autre chose. Il remet en question la méthodologie de travail du Premier ministre en disant ça, Pierre Dumazeau. Il y a un coin enfoncé entre eux. Petite, oui, alors je dirais pas une défiance, mais effectivement, cet avertissement, il vaut pour tout le monde. Et qui est le chef du gouvernement, Édouard Philippe. Bon, c'est normal que ce soit le chef qui entre guillemets, qui trinque pour les autres ministres. On sait que les relations entre Matignon et l'Élysée sont cordiales, mais c'est pas non plus l'amour fou. Voilà, donc surtout à l'approche des échéances importantes pour la droite et pour En Marche, les municipales. Merci. Pierre Dumazeau, la lettre de l'expansion, vous en dirigez la rédaction. Guillaume Doyen, on a vu d'ailleurs, on voit derrière vous, ma collectivité va craquer. C'est la une de la Gazette des communes. Merci d'avoir été nos invités pour débriefer l'actualité. On passe au Zap Matin de Christophe Combarieux. On va regarder ensemble ce qui s'est passé dans les journaux télévisés, les émissions politiques, mais également chez nos confrères ce matin dans les autres matinales. A tout de suite. C'est à ce millier de Black Blocs venus en découdre que les forces de l'ordre se sont opposées tout au long de cette journée du 1er mai. Je crois qu'il faut absolument que nous trouvions les moyens, que le gouvernement mette en œuvre les moyens nécessaires pour pouvoir mettre fin à ces désordres qui détruisent la possibilité même d'une manifestation pacifique. Ça fait des semaines et des semaines qu'ils viennent courir le mouvement des Gilets jaunes et effectuer leur violence anarchiste. Sauf que jamais le gouvernement n'a rien fait pour les en empêcher. Que Marine Le Pen, elle, essaye de monter en épingle, qu'elle préfère évidemment qu'il y ait du chaos dans notre pays parce que c'est sur le chaos qu'elle peut espérer prospérer, notamment au moment des élections européennes. Ça, c'est son choix et c'est comme ça que l'extrême droite a toujours fonctionné dans notre pays. C'est la politique du pire. Non, on ne condamne pas la violence des Black Blocs. Ça ne veut pas dire que stratégiquement, nous, le NPA, ou même on l'a bien remarqué dans le mouvement syndical ou associatif, on n'a pas exactement la même stratégie, on n'a pas exactement les mêmes réponses. Moi, je condamne toutes les violences et je condamne notamment la violence de ces Black Blocs qui n'ont rien à voir avec le syndicalisme et qui empêchent finalement le syndicalisme d'exercer sa voix. J'ai vu les changements avec le nouveau préfet. Je sens que vous avez eu un peu peur. Pourquoi ? Non, j'ai les yeux qui me brûlent un peu. Ouais. Vous en avez pris des gaz, vous ? Bon, ça brûle, hein ? Eh ben, je suis comme vous. La mise sous tension, les mots utilisés par le gouvernement depuis maintenant des semaines et encore ces jours-ci, qu'il est avec des discours presque de guerre civile, me laisse à penser qu'ils n'ont peut-être pas non plus envie spécialement que ça se passe bien. Il y a eu un mouvement de foule et la police a chargé, sauf que elle a tiré des gaz lacrymogènes sur la CGT et on était très identifiables. Honnêtement, le dispositif policier déjà est un échec et M. Castaner en porte la responsabilité. Ça fait 10 jours qu'il nous annonce qu'il y aura des gens violents. Ils n'ont pas été maîtrisés de toute façon. Le patron de la CGT exfiltré, pour vous, c'est un signe ? C'est un signe de quoi ? C'est un signe de quoi ? Je ne sais pas de quoi c'est un signe, j'ai pas vu les images, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est pas la violence, parce que c'était déjà le cas l'année dernière. Ce qui est nouveau cette année, c'est la jonction entre le mouvement ouvrier traditionnel, syndical, et le mouvement spontané, insurrectionnel des Gilets jaunes. Et c'est ça qu'il faut retenir d'ailleurs. Forte mobilisation dans toute la France, c'est-à-dire des citoyens qui disent à M. Macron, ce que tu nous as raconté la semaine dernière, on n'en veut pas, donc il faut changer de politique. C'est ça qu'il faut retenir.
Voilà, on poursuit notre édition avec dans un instant Territoire Sénat et l'actualité politique et parlementaire. A tout de suite.